Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vais faire un épisode un peu plus léger, dans le sens que d'habitude, je vous parle de l'importance d'avoir un surplus budgétaire, d'investir pour faire travailler son argent, mais là, je veux parler d'affaires que, dans le fond, j'achèterais en premier une fois que vos bases sont solides au niveau de vos finances, une fois que vous avez de l'argent pour des dépenses discrétionnaires, parce que quand les gens commencent à avoir un peu plus d'argent, leur premier réflexe, c'est souvent d'augmenter leur train de vie. Ils vont changer de voiture, ils vont acheter des vêtements plus chers, ils vont commencer à regarder pour une maison plus grosse, mais je pense qu'il existe certaines dépenses qui devraient passer avant d'autres, des affaires qui ne sont pas nécessairement impressionnantes sur Instagram, mais qui peuvent vraiment améliorer chacune de vos journées. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 choses que j'achèterais en priorité dès que votre situation financière est parfaitement sous contrôle. Et la première chose que j'achèterais, c'est un excellent matelas. Un matelas de qualité, ça peut coûter entre 2500 et 4000 $. Le prix va dépendre du type de mousse, de son épaisseur, de la régulation de la température, du nombre de ressorts, etc. Et oui, ça peut sembler complètement excessif de payer 3000 $ pour un matelas, mais il faut remettre la dépense en perspective parce que vous allez probablement utiliser ce matelas-là pendant une dizaine d'années, peut-être plus. Donc, si vous payez 3000 $ pour un matelas que vous utilisez sur une période de 10 ans, mais ça revient à 82 cents par nuit. Fait que je trouve ça difficile de trouver une dépense qui offre un meilleur rapport entre le coût et le nombre d'heures d'utilisation. Et c'est normal, on passe le tiers de notre vie dans notre lit. Pourtant, il y a du monde qui vont mettre 50, 60 000 $ sur un véhicule, mais de l'autre bord, ils trouvent ça complètement absurde de mettre 2-3 000 $ sur un matelas qui vont se servir 8 heures par jour. Et là-dedans, j'inclurais aussi les oreillers. C'est un peu dans la même catégorie parce qu'un bon coussin, ça coûte peut-être 200-300 $. Et encore une fois, ça semble exagéré, mais un bon coussin avec un bon matelas, ça fait toute la différence. Le rendu à 36 ans, moi, quand je dors ailleurs, c'est immanquable. Je me réveille le lendemain matin, je suis raqué bien raide. Et au-delà du confort, il faut comprendre l'importance du sommeil sur notre santé. T'sais, en gros, notre système immunitaire il produit des cellules qui s'occupent d'aller surveiller les cellules cancéreuses. Et il y a une étude qui a observé qu'après une seule nuit, avec un sommeil qui est interrompu, l'activité moyenne de ces cellules-là avait diminué drastiquement. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'une mauvaise nuit, ça va vous donner le cancer. C'est juste que ça démontre à quel point le sommeil, c'est important. Le sommeil, ça affecte notre système immunitaire, notre humeur, notre concentration. Et c'est pour ça que pour moi, investir dans la qualité de son sommeil, ça fait du sens. Je vous dis pas non plus de vous endetter pour aller acheter un matelas, mais une fois que votre situation financière est solide, je trouve ça plus logique de mettre de l'argent sur de quoi que vous allez utiliser 8 heures par jour que sur bien d'autres affaires. Bref, mon lit, c'est probablement la dernière affaire où je vais chercher à économiser de l'argent. Sinon, la deuxième chose que je prioriserais, c'est la nourriture de qualité. Et là, pas obligé non plus d'aller pogner des produits bio à 2-3 fois le prix. Je pense surtout en fait de bonnes sources de protéines, des fruits, des légumes, pas juste te nourrir avec des pâtes, du fast-food puis des repas congelés. Et c'est plate parce qu'avec l'augmentation du prix des aliments depuis les dernières années, je peux comprendre que le monde cherche à réduire le plus possible leurs factures d'épicerie, mais sauver de l'argent sur de la nourriture en achetant les produits les moins chers, c'est pas nécessairement la meilleure affaire pour votre santé. La nourriture, c'est comme la matière première qu'on donne à notre corps. Notre alimentation, ça influence notre énergie, notre capacité à maintenir un poids qui est raisonnable. Et ultimement, c'est notre santé à long terme. Et je vous dis pas qu'il faut manger santé 365 jours par année. L'idée, c'est pas de devenir complètement obsédé par chaque ingrédient ou de compter ses calories. Le but, c'est juste d'avoir une bonne base. Quand vous avez plus d'argent disponible, vous pouvez acheter des aliments de meilleure qualité, mais vous pouvez également acheter de la commodité. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez commander des repas qui sont prêts à cuisiner. Là, on peut penser à HelloFresh, dans le sens que eux autres, ils vous envoient une boîte avec tous les ingrédients. La recette est là, vous avez juste à suivre les étapes. Donc, tout ce qui vous reste à faire, finalement, c'est de préparer la bouffe. Sinon, vous pouvez aussi vous faire livrer des repas préfaits. Là, par exemple, il y a la compagnie WeCook qui fait ça. De cette manière-là, vous payez plus cher pour pouvoir sauver du temps puis réduire les chances de finir au resto ou de faire des commandes sur DoorDash. Évidemment, ça, c'est surtout pour le monde qui aime pas trop cuisiner ou qui ne savent pas trop quoi acheter à l'épicerie, puis je m'inclus dans ces personnes-là. Et bref, on parle constamment de rendement composé quand il est question d'argent, mais dites-vous que vos habitudes de vie, ça produit également un rendement composé. Un seul repas, ça va pas venir
complètement changer votre santé. Par contre, les décisions que vous répétez chaque semaine pendant 10, 20, 30 ans, ça va produire un résultat complètement différent sur votre corps dans un sens comme de l'autre. La troisième chose que j'achèterais, c'est de l'équipement pour votre espace de travail. Encore là, ça s'adresse à ceux qui passent plusieurs heures par jour devant un écran d'ordinateur. Je parle ici d'une chaise ergonomique, d'un bureau qui est adapté à votre grandeur. Ça peut être une souris clavier qui sont confortables. Encore une fois, ce ne sont pas les achats les plus excitants à faire. Il n'y a personne qui va être particulièrement impressionné par le soutien lombaire de votre chaise de bureau, mais au même titre que le matelas, si vous travaillez 8 heures par jour devant un ordinateur, ces items-là, ça va avoir un impact majeur sur votre qualité de vie. Beaucoup de gens vont travailler pendant des années sur une chaise cheap avec une vieille souris, un vieux clavier, un bureau qui est pas trop approprié. Puis après ça, ils vont commencer à avoir mal dans le cou, mal dans les épaules, mal dans le dos, mal dans les poignets. Puis au final, ils vont finir par payer pour des traitements pour régler ça. Mais à la base, le problème, ça vient souvent de notre environnement de travail. Si vous passez la majorité de votre journée assis à votre bureau, un meilleur espace de travail, pour moi, c'est pas un gros luxe. Là. De un, vous allez être bien mieux. Et de deux, ça peut aussi améliorer votre productivité. Si votre équipement de travail est plus agréable à utiliser, c'est plus motivant, vous êtes mieux installé. Quand tu es mal à manger, toutes les raisons sont bonnes pour te lever et aller faire autre chose. Donc, tout ça pour dire que vous n'êtes pas obligé de vous contenter du minimum pour travailler. Être inconfortable pendant 40 heures par semaine, je suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie pour aller économiser de l'argent. Ensuite, la quatrième chose que j'achèterais, ce n'est pas nécessairement un objet. En fait, ce serait du temps. Une fois que vos revenus sont suffisamment élevés, je commencerai à faire sous-traiter certaines tâches ménagères ou des tâches d'entretien de la maison, que ce soit le ménage, le lavage des fenêtres, la tonte du gazon ou certains travaux extérieurs là, comme l'entretien de la piscine ou le paysagement. Encore une fois, ça dépend de vos revenus et de vos priorités. Logiquement, je pense pas qu'une personne qui a des dettes, qui a pas de placement puis qui a de la misère à arriver à la fin du mois devrait engager quelqu'un pour faire ces tâches-là. Mais à partir d'un certain niveau de revenus, puis une fois que votre situation financière est assez solide, ça devient raisonnable de prendre en considération la valeur de son temps parce que le temps, c'est une ressource limitée. On peut toujours essayer de gagner plus d'argent, mais on ne peut pas créer plus d'heures dans une journée. Chaque heure passée à faire une tâche, c'est une heure que vous ne pouvez pas consacrer à autre chose. Ça peut être une heure pour travailler, mais ça peut être aussi une heure avec vos enfants, une heure pour aller vous entraîner. En économie, ça s'appelle le coût d'opportunité. Donc, quand vous choisissez une activité, le coût réel, c'est pas seulement l'argent qui a été dépensé pour ça, c'est aussi la valeur de l'alternative à laquelle vous avez décidé de renoncer. Et disons que quelqu'un travaille à son compte puis qu'il peut facturer 100$ de l'heure. Disons qu'il décide de passer 3 heures à faire le ménage de sa maison parce qu'il veut pas payer une femme de ménage à 35-40$ de l'heure. Donc, sur papier, il a économisé 120$. Mais théoriquement, il aurait pu utiliser ce temps-là pour travailler puis générer de l'autre bord 300$. Donc, dans ce cas-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il a réellement sauvé de l'argent? Évidemment, je ne ferai pas semblant que tout le temps qu'on se libère en sous-traitant des tâches, on va automatiquement le convertir en heures de travail. C'est pas vrai qu'on va monétiser chaque heure de temps libre. De un, je connais personne qui travaille 24 heures sur 24 puis qui n'a même pas le temps de faire la vaisselle. Et de deux, c'est que dans les faits, il y a bien des tâches que je préfère déléguer pour éviter de les faire moi-même, juste pour que je puisse faire autre chose de plus agréable. Donc, le point, c'est plus que notre temps a une valeur et que rendu à un certain point au niveau financier, tu peux augmenter considérablement ta qualité de vie en payant d'autres personnes pour faire certaines tâches. L'objectif, c'est juste de déterminer lesquelles méritent ton temps versus lesquelles devraient être confiées à quelqu'un d'autre. Demandez-vous, ça vaut combien de ne pas devoir vous lever le matin pour aller déneiger l'entrée? Combien ça vaut de ne plus devoir faire le ménage à chaque semaine? Combien ça vaut de ne pas devoir tondre le gazon ou aller tailler la haie de cèdre? Personnellement, ça fait des années que je travaille en fou, donc maintenant, je suis prêt à payer quelqu'un d'autre pour pouvoir acheter du temps, puis à ce moment-là, pouvoir me concentrer sur les choses que j'ai vraiment envie de faire. Et pour finir, la cinquième catégorie dans laquelle je mettrais davantage d'argent, c'est sur votre santé en général. Et ça peut inclure un paquet d'affaires. Ça peut être de la massothérapie, de la physiothérapie, une nutritionniste, un entraîneur. Ça peut être aussi simple qu'une prise de sang pour voir si tout est correct. Ça peut être un nettoyage chez le dentiste ou un examen de la vue. Mon point, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont mettre énormément d'argent dans leur maison ou sur leur voiture ou dans leur placement, mais ils vont constamment
repousser les dépenses qui sont liées à leur santé. Ils vont endurer une douleur pendant 2 ans avant d'aller voir un professionnel. Ils vont repousser leur rendez-vous chez le dentiste. Bref, la plupart du monde attendent que le problème devienne tellement grave qu'ils ont comme plus le choix d'aller consulter. Pourtant, votre santé influence tous les aspects de votre vie. Je vous apprends rien, là, quand vous êtes gravement malade, il n'y a plus grand-chose qui a de l'importance. Là. Vous pouvez bien accumuler 2 millions de dollars dans un portefeuille, ça devient beaucoup moins intéressant si vous n'avez pas la santé pour en profiter. Et on s'entend, c'est pas des dépenses qui sont super excitantes non plus. Là. C'est pas le genre de choses que vous allez vous vanter. C'est pas comme un voyage en Italie ou une nouvelle bagnole, mais ça reste que ce sont les dépenses qui me paraissent comme les plus importantes. T'sais, votre corps, c'est la seule chose que vous allez devoir conserver toute votre vie. Vous ne pouvez pas en commander un nouveau parce que vous avez négligé l'entretien du premier pendant 20 ans. Là, votre corps, vous êtes pogné dedans jusqu'au restant de vos jours, aussi bien vous en occupez comme du monde. Et pour conclure, je comprends que quand vous commencez à faire plus d'argent, c'est normal de vouloir améliorer son train de vie. Et je suis pas en train de dire qu'il faut abolir toutes les sorties au resto, les voyages ou les autres bebelles qui vous rendent heureux, mais reste que je pense qu'il existe un ordre logique dans lequel certaines dépenses devraient être faites. Tu sais, de mon bord, avant de dépenser dans quoi que ce soit, je commencerai par acheter des choses qui améliorent directement votre qualité de vie. Il n'y a aucune de ces dépenses-là qui va vous faire paraître riche. Vous n'allez pas pouvoir partager ça sur les réseaux sociaux, mais c'est toutes des affaires dont vous allez bénéficier concrètement. Et au final, l'objectif, c'est pas juste d'accumuler le chiffre le plus élevé dans un compte de courtage. L'argent, ça devrait aussi vous permettre d'acheter du confort, du temps et surtout une meilleure santé. Et oui, continuer à investir, ça reste super important, mais rendu à un certain point, il faut aussi être capable d'utiliser une petite portion de son argent pour améliorer son quotidien. Donc, je suis curieux de savoir de votre côté, c'est quoi la chose que vous avez achetée qui a le plus influencé votre qualité de vie? Laissez ça en commentaire pour pouvoir me donner une idée. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, laissez un 5 étoiles sur Spotify ou abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.